Après plus d'1 an de travaux sur les fondations, les bases de l'ouvrage sont maintenant solidement ancrées dans le lit du fleuve. Il est temps de construire les jambes de l'édifice, d'ériger ce qu'on appelle les piles. Le 7 novembre 1971, l'estuaire de la Loire devient le théâtre des opérations pendant près de 4 ans. Un chantier hors norme, durant lequel ouvriers, ingénieurs et artisans vont devoir travailler sur l'eau ou suspendus dans les airs, coincés entre le courant de la Loire et les vents venus de l'océan. Première étape, le positionnement de l'ouvrage et l'installation de zones de travail sur tout le trajet du pont. Mais pour avancer, il faut se mettre à l'abri. Au milieu du fleuve, les marées font varier le niveau de l'eau sur près de 6 mètres, 2 fois par jour. La première phase, c'était de construire une enceinte, une périphérie autour des semelles qui étaient faits avec un rideau métallique, ce qu'on appelle des pales planches. Ces pales planches ont permis déjà d'avoir des zones de travail saines. Donc une fois qu'on a asséché en partie la zone, qu'on a remblayé avec du sable de Loire et ce qu'on a appelé du gros béton pour être en zone saine, on est venu ensuite créer nos fondations. L'estuaire se retrouve jalonné de 54 chantiers indépendants. Autant de zones où le pont prendra appui. Avant de s'élever dans les airs, il faut maintenant ancrer solidement les jambes de l'ouvrage dans le sol. Ces fondations sont essentielles. Elles porteront le plus grand pont du pays. Leur construction demande une grande préparation. On a déjà pré-positionné nos appuis en études préalables et puis on vient faire des sondages au niveau de ces appuis pour venir vérifier qu'on a bien le type de roche que l'on souhaite, à quelle profondeur d'ancrage et avec quelle performance mécanique. Et il faut que je vérifie que l'ensemble des charges supportées par mon ouvrage et par son poids propre, en fait, peut bien être prise par le sol rocheux. Sinon, on a une rupture de sol et l'ouvrage peut s'effondrer. Les études mettent en évidence un profil géologique particulièrement complexe et variable. Sur les rives de l'ouvrage, il suffit de creuser sur une dizaine de mètres. Mais au centre de la Loire, là où les piles principales prendront place, il faut traverser un sol meuble, composé de sable et de vase, pendant 45 mètres, avant d'atteindre une roche capable d'absorber le poids de la structure. Ce contexte géologique imposait d'avoir des fondations dites des fondations profondes, qui ont donc été des fondations sur pieux. Une fois installées sur leur zone de travail, les équipes vont alors placer et enfoncer dans le sol des pieux gigantesques d'1,80 m de diamètre. 4 pieux suffisent pour les piles les plus modestes, mais il n'en faut pas moins de 18 pour les piles centrales. Des pieux positionnés au centimètre près, qui peuvent atteindre 50 mètres de long et qu'il faut remplir de 125 mètres cubes de béton pour leur conférer toute leur solidité. Un balai incessant de barges s'organise. Le béton est fabriqué sur les berges, puis convoyé jusqu'aux différentes fondations, tout en étant malaxé sur tout le trajet. Toute la construction s'est faite par voie nautique, donc les bétons étaient approvisionnés par des toupies montés sur des barges. Donc ça, c'était quand même une vraie difficulté. L'opération est délicate. Elle doit se faire par tous les temps et surtout cohabiter avec une circulation fluviale qui ne peut être interrompue. Entre Nantes et Saint-Nazaire, des transporteurs naviguent en continu et le grand port ne peut souffrir d'aucun dérangement. Après plus d'1 an de travaux sur les fondations, les bases de l'ouvrage sont maintenant solidement ancrées dans le lit du fleuve. Il est temps de construire les jambes de l'édifice, d'ériger ce qu'on appelle les piles. Des appuis en béton armé qui mesureront de 3 à 57 mètres de hauteur. La grande valse du béton n'est pas près de s'arrêter. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne fait pas une pile tout d'une traite. On fait un premier plot de ferraillage, coffrage, bétonnage. Et une fois qu'on l'a fait et que le béton il est monté en résistance, on va faire ce qu'on appelait des coffrages glissants. En fait, on avait des coffrages qui venaient glisser sur une pile, on redémarrait, ferraillage, coffrage, bétonnage, montée en résistance. On repositionnait les crémaillères et on montait le coffrage. Donc toutes les piles se sont faites avec des coffrages glissants montants. Petit à petit, les piles s'élèvent et prennent leur forme. Les 54 appuis dessinent le tracé du pont sur toute la largeur de l'estuaire.
Des structures prêtes à accueillir les 3 km et 356 mètres de viaduc qui formeront le plus grand pont de France. Les premiers éléments de cette partie horizontale sont élaborés sur les berges. Des poutres gigantesques de 50,70 m de long qui feront le lien entre deux piles. Il en faut 4 pour former la largeur de chaque tronçon. Ensemble, elles constituent ce qu'on appelle une travée. Pour conférer plus de solidité à ces poutres de béton, une armature de métal est là aussi nécessaire. Mais sur de telles longueurs, la technique du béton armé ne suffit plus. Il faut y intégrer ce qu'on appelle de la précontrainte. Lorsqu'on veut augmenter la portée d'une poutre, il y a un moment, le béton armé en fait va être trop lourd et donc on est obligé d'avoir une autre technologie qu'on vient ajouter qui s'appelle la précontrainte. La précontrainte, c'est ni plus ni moins qu'une barre en acier qu'on met à l'intérieur de notre poutre, qu'on vient triller très fort. Et quand on la lâche, en fait, aux extrémités, elle va venir, en voulant se rétracter, elle va venir comprimer la pièce. Ici, ce sont des câbles d'acier qui sont préalablement placés à l'intérieur de la poutre. Lorsque le béton est en partie séché, des vérins sont installés et tirent ces câbles avec une force phénoménale. Ils sont ensuite relâchés et viennent alors comprimer l'ensemble de la poutre. Cette compression lui confère une plus grande résistance. Prenez 10 bouquins entre vos mains. Si vous appuyez pas très fort entre vos mains, tous vos livres vont tomber. Donc la précontrainte, c'est ni plus ni moins que ça. Prêtes à supporter leur propre poids, et surtout celui du trafic routier, ces poutres de 190 tonnes doivent maintenant être positionnées au-dessus du fleuve. Ce sont 208 éléments au total qu'il faut installer. Une fois les poutres préfabriquées au sol, sur la zone de chantier, il faut les mettre en position au-dessus des travées. Donc on a construit l'ouvrage travée après travée à l'avancement. Pour y parvenir, les équipes de construction du pont de Saint-Nazaire vont faire appel à une étrange machine, le lanceur de poutres. Cet engin colossal, de 147 mètres de long, est une des clés du chantier. Il a été conçu spécialement pour l'occasion, et lui seul pourra placer les gigantesques poutres fabriquées sur la rive. On avait un système de lanceurs qui étaient en fait des sortes de portiques en treillis métalliques sur des systèmes de roues et qui avançaient. Donc en fait, ces portiques étaient de la longueur de 2 à 3 travées. Et en fait, ça permettait de porter une poutre, l'amener entre deux piles, la déposer, avancer, amener une autre poutre, déposer les piles, les poutres, etc., etc. La longueur du lanceur, 147 mètres, lui permet à la fois de prendre appui sur le dernier tronçon réalisé et de surplomber le vide en reposant sur la pile se trouvant devant lui. Une fois en place, une poutre est installée au milieu du lanceur. 2 chariots de levage surpuissants s'en saisissent et la soulèvent. Ils la font coulisser le long de sa structure métallique jusqu'à la déposer sur le prochain appui. Il faut répéter cette opération 4 fois pour placer côte à côte les 4 poutres de chaque travée. Elles sont reliées entre elles et c'est une progression de 50,70 m qui est réalisée. Les barrières et garde-corps sont installés et le lanceur se prépare à un nouveau cycle. Jour après jour, les 2 immenses viaducs bétonnés progressent sur la Loire. Ils esquissent peu à peu la silhouette du pont de Saint-Nazaire.